L'enfant est né sous un ciel artificiel, un être aux formes impossibles et à l'intelligence immense, projeté à travers la chaîne par des mains invisibles. Comme ses frères, il fut arraché à l'emprise de son père avant même de connaître son Créateur, dispersé parmi les étoiles par les machinations du chaos. Mais contrairement aux autres, Magnus le Rouge était conscient. Depuis sa création, son esprit brûlait d'un pouvoir qui le distinguait de tous les autres. Alors que ses frères somnolaient dans l'ignorance et dérivaient à travers les marées de l'immatérium, Magnus observait. Il entrevoyait le cosmos, sentait les courants du destin onduler autour de lui. Il sentait ses frères, dispersés comme des braises dans le vide, et ressentait la présence lointaine et vibrante de celui qui les avait créés. Et puis, il est tombé. Il plongea à travers le temps et l'espace, à travers les fils de fer qu'il avait façonnés, vers un monde qui l'attendait depuis toujours, un monde de connaissances perdues et de secrets cachés. Prospero était un monde d'érudits, de chercheurs, de ceux qui avaient tourné le dos à l'ignorance d'une galaxie en proie à la guerre. Autrefois lieu de dévastation, il était devenu un refuge pour les exclus, les brisés et les illuminés. Ses habitants ne partaient pas en guerre comme les seigneurs féodaux des autres mondes et ne se délectaient pas de la conquête. Au lieu de cela, ils étudiaient. Aussi, lorsque Magnus arriva, un enfant dans sa forme, mais un dieu dans son potentiel, ils ne reculèrent pas de peur comme d'autres auraient pu le faire. Ils ne l'ont pas évité pour ses dons artificiels, ni tenté de le transformer en ce qu'il n'était pas. Au contraire, ils l'accueillirent. Même enfant, il était un être d'une terrible grandeur. Un géant à la peau rouge, doté d'un œil unique et brûlant, qui voyait bien au-delà du monde physique. Son esprit était une tempête d'intelligence et de sorcellerie, une volonté qui pouvait plier la réalité elle-même à ses ordres. Les érudits de Prospérine, malgré toute leur sagesse, n'avaient jamais vu un être comme lui, et bien qu'ils aient été ses tuteurs, c'est Magnus qui les a tous surpassés. Sa soif de connaissance était sans limite. Il se nourrit de la sagesse de ceux qui l'ont précédé, apprenant non seulement l'histoire de sa nouvelle patrie, mais aussi les secrets qu'elle recèle. Il marcha parmi les ruines du passé, lisant les échos silencieux des civilisations perdues dans le temps. Il étudia la distorsion non pas comme une force inconnue à craindre, mais comme un outil à maîtriser. Contrairement aux mystiques des mondes inférieurs, Magnus ne craignait pas la sorcellerie. Pour lui, la connaissance est la connaissance. Il n'y a pas d'hérésie dans la compréhension. Là où d'autres se recroquevillaient à l'idée de manier le pouvoir psychique, Magnus l'embrassait pleinement. Il pliait la distorsion à sa volonté, la raffinait avec logique, la façonnait avec précision. Pour lui, l'immatérium n'était pas un chaos, mais un potentiel. Une force qui pouvait être maîtrisée, contrôlée et utilisée pour élever l'humanité au-delà des limites de la chair et de l'acier. C'était une croyance dangereuse. Mais Magnus n'avait jamais connu la peur. C'est à l'apogée de son règne, alors que Magnus se trouvait au sommet de la grande cité de Tisca, que l'empereur arriva. Le ciel brûlait d'un éclat doré lorsque le maître de l'humanité descendit sur Prospero, son arrivée ayant été prévue dans les rêves de Magnus, bien avant qu'elle ne se produise. Magnus s'était préparé pour ce jour. Il l'avait vu se dérouler dans les marées changeantes du destin. Il savait que son père viendrait le chercher. Il l'avait toujours su. Et lorsqu'enfin les deux se trouvèrent face à face, père et fils, maître et élève, il n'y eut aucune peur, aucune hésitation. Magnus ne s'inclina pas, ne trembla pas en présence de l'être le plus puissant de l'existence. Il a accueilli l'empereur comme un égal. Pour la première fois, Magnus voyait quelqu'un qui comprenait la profondeur de son intellect.
L'empereur était le seul être de la galaxie à pouvoir rivaliser avec sa sagesse, à pouvoir voir au-delà du voile de la simple mortalité et dans la toile infinie du destin. À ce moment-là, Magnus a cru qu'il avait trouvé son but. Son père lui parla de la grande croisade, de la mission d'unir l'humanité sous une même bannière, de briser les chaînes de la superstition et de l'ignorance, d'élever l'humanité au-delà des peurs primitives qui la retenaient depuis si longtemps. Il parle des légions, 20 puissantes armées, chacune façonnée à l'image de son primarque, destinée à mener l'humanité vers une ère d'illumination et de domination. Et Magnus, dans son orgueil, se croyait la plus grande création de l'empereur. Les 1000 fils l'attendaient déjà, une légion pas comme les autres. Alors que ses frères avaient hérité de guerriers élevés pour la guerre, les fils de Magnus étaient d'abord des érudits, puis des guerriers. Ils étaient des psycheurs, des rêveurs, des visionnaires, des êtres d'esprit autant que de chair, reflétant l'insatiable soif de connaissance de leur primarque. Magnus ne se voyait pas comme un conquérant. Il était un professeur, un guide, un philosophe dans un monde de bouchers. Sous son règne, les 1000 fils ne se sont pas contentés d'écraser leurs ennemis. Ils les ont démantelés. Ils se sont plongés dans des civilisations perdues, retrouvant la sagesse là où d'autres ne voyaient que des ruines. Ils maniaient leur puissance psychique avec précision, pliant la réalité à leur volonté, plutôt que de la briser par la force brute. Magnus croyait qu'il se tiendrait à la droite de l'empereur, qu'il serait l'architecte de l'ascension de l'humanité vers quelque chose de plus grand. Mais le destin a déjà commencé à basculer sous ses pieds. Alors même qu'il aspirait à l'illumination, les graines de sa chute avaient déjà été semées. Magnus ne voyait pas le danger, pas encore. Il ne voyait pas la peur dans les yeux de ses frères, la méfiance qui couvait dans le cœur de ceux qui ne le comprenaient pas. Il ne voyait pas le malaise grandissant de l'empereur face à sa quête incessante de connaissances, et il ne vit pas la main du chaos qu'il observait dans l'ombre. La route qui mène à la perte de Prospero a déjà commencé, et Magnus, dans sa sagesse illimitée, y marcherait aveuglément. Magnus n'était pas seul. Lorsque l'empereur l'amena dans le giron de la grande croisade, il révéla à Magnus les guerriers créés à son image, sa légion, les 1000 fils. Ils ne ressemblaient à aucun autre, alors que les guerriers des autres primarques étaient des maîtres de guerre, élevés pour le massacre. Les 1000 fils étaient des érudits, des mystiques et des chercheurs de savoir. Magnus se reconnaissait en eux, dans leur potentiel, dans leurs dons. Ils étaient des psycheurs, chacun touché par le warp d'une manière ou d'une autre. Pour les autres légions, le pouvoir psychique était un don rare, une anomalie. Mais pour les 1000 fils, c'était le fondement même de leur force. Magnus n'a pas perdu de temps pour les former. Sous son regard attentif, les 1000 fils s'épanouirent. Il les guida non seulement dans la guerre, mais aussi dans les mystères les plus profonds de l'univers. Il leur apprit à manier leurs dons avec précision, à affiner leur pouvoir plutôt qu'à se laisser dominer par eux. Il croyait que, grâce à la discipline et à l'intelligence, il pourrait maîtriser la distorsion sans succomber à ses dangers. La Légion devint le reflet de son primarque, une force d'une puissance psychique inégalée. Les autres légions écrasaient leurs ennemis à coups de bolter et de lames, mais les 1000 fils les démantelaient avant même que le premier coup de feu ne soit tiré. Leurs esprits traversaient le champ de bataille, transperçant les armures et les défenses, comme s'il s'agissait de simples illusions. Ce n'étaient pas des guerriers au sens traditionnel du terme. Ils étaient des rois sorciers, pliant les lois de la réalité à leur volonté. Magnus pensait que c'était leur destin. L'empereur, cependant, ne partage pas ces certitudes. Bien que l'empereur ait permis aux 1000 fils de prospérer, il ne leur a jamais donné une liberté illimitée.
Il encourageait l'intellect de Magnus, louait sa vivacité d'esprit et lui parlait d'égal à égal en matière de philosophie et de science. Mais là où Magnus voyait un potentiel illimité, l'empereur voyait un danger. La distorsion ne doit pas être maîtrisée. On pouvait l'étudier, la comprendre, la maîtriser même, mais jamais la contrôler vraiment. Même les plus grands esprits, même les volontés les plus fortes, pouvaient être trompés. Il existait dans l'immatérium des forces qui dépassaient l'entendement, des entités tapies depuis la nuit des temps, qui attendaient une ouverture, une erreur, une arrogance pour inviter à les toucher. Magnus a écouté, mais il n'a pas cru. Les avertissements de l'empereur ne l'ont pas dissuadé. Magnus avait vu ce que d'autres ne pouvaient pas voir. Il avait traversé les marées de l'immatérium et en était sorti indemne. Il avait plié les courants du destin à sa volonté et n'en avait subi aucune conséquence. Pour lui, la distorsion n'était pas différente des autres grands mystères de l'univers. Une autre force à comprendre, une autre frontière à repousser, à briser, à dépasser. Il ne craignait pas ce qui se cachait au-delà du voile. Il se croyait trop fort pour tomber, trop brillant pour être trompé. Les limites qui lui sont imposées le frustrent. Pourquoi les plus grands esprits devraient-ils être entravés? Pourquoi le savoir devrait-il être craint? L'impérium était fondé sur la raison, sur la science, sur le rejet de l'ignorance. Nier la distorsion, nier le pouvoir des 1000 fils, c'était embrasser la même superstition que l'empereur prétendait mépriser. Magnus s'impatiente. Il obéit, pour l'instant. Il continua à guider sa légion, à développer ses connaissances de manière à ne pas attirer le regard de l'empereur. Mais au fond de lui, une seule pensée prenait racine, une pensée qui définirait son destin. Si l'empereur ne veut pas voir la vérité, Magnus la trouvera lui-même. Prospero a prospéré sous le règne de Magnus. Alors que les autres primarques ont forgé des empires par la conquête, Magnus a bâti un monde de lumière. La grande cité de Tisca se dressait comme un phare de la connaissance, ses tours s'élevant vers les cieux, ses archives remplies de la sagesse des âges perdus. Des érudits, des philosophes et des sorciers arpentaient ces rues immaculées, libres d'explorer les mystères de l'univers, sous le regard attentif de Magnus. C'était un monde différent de tous les autres de l'Impérium. Alors que les autres planètes sont hérissées de forteresses et de machines de guerre, Prospero est un lieu d'étude. Son peuple ne cherchait pas à conquérir, mais à comprendre. Les 1000 fils adhéraient eux aussi à cette philosophie. Ils n'étaient pas seulement des guerriers, mais aussi des érudits et des mystiques, à la recherche de vérités supérieures. Leur esprit était aiguisé autant que leurs armes, leurs dons psychiques affinés avec précision. Mais même avec toutes ces connaissances, Magnus comprenait que la distorsion était dangereuse. Il n'était pas dupe. Il avait vu ce qui pouvait arriver à ceux qui maniaient son pouvoir sans réfléchir. C'est pourquoi, dans sa sagesse, il chercha à le maîtriser comme personne ne l'avait jamais fait auparavant. Le programme Librarius est né de cette vision. C'était la réponse de Magnus au danger du warp, un moyen de contrôler le pouvoir psychique, de s'assurer que ceux qui le manient le font en toute sécurité. Sous sa direction, le Librarius deviendrait un lieu où les Astartes de toutes les légions pourraient apprendre à exploiter leurs dons sans crainte. Il y voit un grand pas en avant, une garantie pour l'avenir de l'Impérium. Mais ses frères y voyaient tout autre chose. Avant même que le Librarius ne prenne forme, des rumeurs avaient circulé au sujet de Magnus. Certains primarques se méfiaient de lui, mal à l'aise avec sa fascination pour le savoir et l'immatérium. Ils le considéraient non pas comme un chercheur de vérité, mais comme un sorcier, quelqu'un qui marchait trop près des ténèbres. Leman Russ, toujours aussi guerrier, le méprisait pour cela. Pour Russ,
Les dons de Magnus étaient une faiblesse, pas une force. Il considérait les 1000 fils comme des sorciers, leur pouvoir contre nature, leur méthode déshonorante. Il ne faisait pas confiance au contrôle de Magnus sur la distorsion, et ne croyait pas non plus qu'il puisse jamais être véritablement maîtrisé. Rogaldorn n'était pas moins méfiant. Pour lui, l'impérium reposait sur l'ordre et la discipline, et la quête incessante de Magnus pour des connaissances interdites était une menace pour cet ordre. Dorn ne considérait pas la distorsion comme un outil, mais comme un ennemi, une force imprévisible capable de faire basculer les esprits les plus forts dans la folie. Même Guilliman, le plus raisonné de leurs frères, est mal à l'aise. Il appréciait le savoir, mais pas à n'importe quel prix. Pour lui, la quête du Warp par Magnus était un pari dangereux, qui pourrait condamner l'Imperium s'il devenait incontrôlable. Magnus a entendu leurs avertissements, mais il n'a pas écouté. Il craignait ce qu'il ne comprenait pas. Il s'accrochait à leurs épées et à leurs forteresses, n'osant jamais regarder au-delà du voile de l'ignorance. Pour Magnus, ils étaient des hommes aveugles, tâtonnant dans l'obscurité, rejetant la chose même qui pourrait élever l'humanité à son véritable potentiel. Ainsi, malgré leurs protestations, il a continué. Prospero s'épanouit, les 1000 fils perfectionnèrent leurs arts, et Magnus s'enfonça plus profondément dans la distorsion, certain que sa voie était la bonne. Mais le destin est déjà en train de basculer sous ses pieds. La méfiance de ses frères ne s'estompe pas. Les graines du doute avaient été plantées, et un jour prochain, ces graines fleuriront en quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils n'auraient jamais pu prévoir. Le jour du bilan est arrivé. La convocation s'était répandue dans toute la galaxie, un édit de l'empereur lui-même, appelant tous ses fils à se réunir. Les grands chefs de guerre de l'Imperium, les primarques, allaient se réunir pour trancher une question qui les divisait depuis des années. Le Librarius, l'utilisation des pouvoirs psychiques et le rôle de la sorcellerie au sein de l'Imperium. Telles étaient les questions qui allaient être réglées. Pour Magnus, il ne s'agissait pas seulement d'un débat. C'était l'œuvre de sa vie. Depuis qu'il avait posé le pied sur Prospero, il avait cherché le savoir par-dessus tout. Il avait enseigné à ses fils que leurs dons devaient être compris, contrôlés, maniés avec précision. Rejeter ce savoir, refuser l'utilisation de la chaîne, c'était embrasser l'ignorance. Mais tous ses frères ne voient pas les choses de la même façon. Alors que Magnus et sa suite arrivaient sur Nicaea, le poids du moment pesait sur lui. Il ne s'agissait pas d'un simple rassemblement. Il s'agissait d'un tribunal, d'un procès en quelque sorte. L'empereur était assis au centre de la grande salle, rayonnant de puissance et d'autorité, son expression étant indéchiffrable. Autour de lui, les primarques avaient pris place, leur seule présence suffisant à faire trembler le sol. L'atmosphère est tendue. Une à une, des voix s'élèvent contre Magnus et ses enseignements. Leman Russ prit la parole en premier, sa haine pour la sorcellerie n'étant pas dissimulée. Il traita Magnus d'imbécile, de sorcier déguisé en érudit. Les Space Wolves avaient toujours considéré le pouvoir psychique comme dangereux, mais en Magnus, ils voyaient quelque chose de pire. Un homme qui embrassait ce pouvoir, non pas comme un outil, mais comme une philosophie, un mode de vie. La magie, c'est pour les faibles et les lâches, grogna Russ. Les fils de Fenris se battent avec la lame et le poing. Nous ne nous cachons pas derrière des sorts. Magnus s'est moqué de la barbarie. L'esprit de Russ était trop étroit, trop lié à la tradition. Il ne voyait pas la vérité, seulement la peur qui lui avait été inculquée par les vieux mythes et les superstitions. Mais Russ n'était pas seul. Mortarion suivit, la voix aussi froide que les vents toxiques de Barbarus. Il parle des dangers du Warp, de la façon dont le pouvoir psychique
avaient causé la chute d'innombrables civilisations avant eux. Pour lui, Magnus entraînait l'humanité sur une voie vouée à l'échec, une voie qui ne pouvait que se solder par la ruine. Même Robert Guilliman, toujours la voix de la raison, n'était pas du côté de Magnus. Il ne haïssait pas son frère et ne rejetait pas non plus son intelligence, mais Guilliman était un bâtisseur, un stratège. Il comprenait la nécessité du contrôle, et Magnus, malgré toute sa sagesse, n'avait aucun contrôle sur la peur qu'il inspirait aux autres. « Vous parlez de connaissance », a déclaré M. Guilliman, « mais la connaissance sans la discipline est un désastre. » Les voix de ceux qui se tenaient aux côtés de Magnus se sont alors fait entendre. Malcador le Sigillite, le bras droit de l'empereur, a parlé de l'importance de comprendre la chaîne. Selon lui, rejeter la connaissance, c'est s'exposer au désastre, c'est marcher aveuglément dans les ténèbres alors qu'une lumière a déjà été trouvée. Jagatai Khan, bien que silencieux pendant la majeure partie du débat, apporta également son soutien à Magnus. Pour lui, la distorsion était comme les vents de tempête de Chogoris, une force que l'on pouvait naviguer, chevaucher, mais jamais ignorer. Mais la décision ne leur appartenait pas. L'empereur, pendant tout ce temps, n'a pas parlé. Il écoutait, absorbant les paroles de ses fils, pesant leurs arguments. Et lorsqu'il s'est enfin levé pour parler, sa voix était absolue. L'usage de la sorcellerie est interdit. Le silence s'abattit sur la grande salle. Ces mots ont frappé Magnus comme un coup de marteau. Le Librarius, le fondement de son enseignement, était en train d'être arraché par un simple décret. Il avait cru, peut-être sottement, que l'empereur entendrait raison, qu'il reconnaîtrait la valeur du pouvoir psychique, mais il avait préféré la peur au progrès, la retenue à la compréhension. Magnus se tenait debout, son œil singulier brûlant de chagrin et de défi. « Père, dit-il, la voix ferme mais empreinte d'émotion, vous faites une erreur. » L'empereur ne vacille pas. Son regard est froid, distant. Ma volonté est définitive. Magnus voulait argumenter, demander une explication, plaider pour une dernière chance. Mais en regardant autour de lui, il ne vit que le jugement dans les yeux de ses frères. Il ne l'accepterait jamais. Il ne comprendrait jamais. Il n'a donc rien dit. Il a simplement tourné les talons et s'est éloigné, le poids de l'édit pesant sur lui. Le rêve de Prospero, le rêve de l'illumination, a été brisé. Mais au fond de lui, Magnus savait qu'il avait raison. Et le moment venu, il le prouvera. Magnus n'a pas obéi. Il quitta Nicaea en silence, son œil singulier ne trahissant rien, son expression indéchiffrable. Mais au fond de lui, le feu du défi brûlait toujours. L'empereur s'était détourné de la raison, enchaînant le plus grand don de l'humanité par peur. Magnus comprenait les dangers de la distorsion, mais il comprenait aussi son potentiel. Le nier, c'était refuser le chemin de l'illumination. L'édit de Nicaea est devenu définitif. Le Librarius était proscrit. L'utilisation de la sorcellerie au sein des légions était interdite. Mais Magnus, dans sa sagesse, savait que la vérité ne pouvait pas être bannie aussi facilement. La connaissance ne disparaissait pas simplement parce qu'elle était condamnée. Ainsi, les 1000 fils retournent auprès de Prospero, comme si rien n'avait changé. Les grandes bibliothèques étaient toujours debout. Les tours de Tisca brillaient toujours sous les soleils jumeaux, et, dans leurs salles, la quête de la compréhension se poursuivait. La chaîne scintillait juste au-delà du voile de la réalité, ses secrets attendant d'être dévoilés. L'empereur avait beau l'avoir déclaré anathème, Magnus refusait d'abandonner l'œuvre de sa vie. Il n'a pas fait étalage de sa défiance. Il n'y a pas eu de proclamation, pas de rejet ouvert de la loi impériale. Au lieu de cela, il a simplement continué. Ses fils s'entraînèrent en secret, murmurant leurs incantations derrière des portes closes,
affinant leurs dons sous la main attentive de leur primarque. Ce que l'impérium ne voyait pas, il ne pouvait le craindre. Les 1000 fils n'étaient pas comme les autres légions. Là où Russe et ses loups voyaient l'honneur dans la force brute, là où Dorn et Guilliman bâtissaient leurs empires sur la discipline et l'ordre, les guerriers de Prospero se battaient avec compréhension. Ils maniaient la chaîne comme un scalpel et non comme un marteau. Leur maîtrise s'approfondissait en silence, à l'abri du regard de ceux qui les traiteraient d'hérétiques. Magnus ne s'est pas retourné contre l'empereur. Il croyait toujours à la grande croisade, se considérait toujours comme son fils, son érudit, son plus fidèle serviteur. Mais l'empereur s'était trompé. Un jour, l'impérium aurait besoin de ce que Magnus avait construit. Un jour, la vérité serait indéniable. Et quand ce moment arriverait, Magnus serait là, à attendre. La galaxie brûlait pendant qu'il la regardait de loin. Ses frères partaient en guerre, leurs légions découpant les étoiles au nom de l'empereur. Ils se battaient par ignorance, aveugles à la grande guerre qui se profilait au-delà de leur compréhension. Magnus voyait la distorsion s'agiter, ces marées se déplacer, de sombres murmures s'élever sous la surface de la réalité. Il vit la corruption s'insinuer dans l'impérium, les premières fissures se former dans le grand édifice que son père avait construit. Horus, le maître de guerre, brûlait dans le warp, son destin commençant à s'effilocher. Ses frères ne le voyaient pas. Ils menaient leur guerre inconscients de l'abîme qui se trouvait sous leurs pieds. Ils considéraient Magnus comme un rêveur, un sorcier perdu dans ses propres visions. Mais seul Magnus a vu la vérité. Et pourtant, il avait la foi. Malgré l'édit, malgré la méfiance de ses frères, Magnus croyait encore que l'empereur finirait par comprendre. Qu'un jour, il se rendrait compte de son erreur. Qu'il verrait la sorcellerie non pas comme une malédiction, mais comme l'outil qui sauverait l'humanité. Prospero resta donc à l'abri de la guerre, ses tours toujours debout, ses bibliothèques toujours pleines. C'était un monde à part, à l'abri du jugement de l'impérium. Mais le destin n'attend pas, et la défiance de Magnus, aussi soigneusement dissimulée soit-elle, ne resterait pas secrète éternellement. Les visions arrivaient par vagues, nettes et vives, se gravant dans l'esprit de Magnus avec une clarté qu'il ne pouvait nier. Les courants de la chaîne murmuraient des secrets, leurs voix tissées avec le destin lui-même. Il avait déjà entrevu d'innombrables possibilités, entrevu des chemins qui n'avaient pas encore été empruntés, mais là, c'était différent. C'était absolu. Il vit Horus, le maître de guerre, au bord de la trahison. Son frère, le plus favorisé des fils de l'empereur, n'était plus le parangon de leadership que l'impérium croyait qu'il était. Quelque chose avait changé. Les ténèbres s'accrochaient à lui comme une seconde peau, les vrilles de la corruption s'enroulant autour de son destin, le façonnant en quelque chose de terrible. Le warp résonnait de son nom, réverbérant avec puissance et malice. Horus s'était retourné. Magnus sentit son souffle se couper, ses grandes mains agrippant le marbre de son sanctuaire avec une force contre nature. La grande croisade avait été bâtie sur l'unité, sur la foi, en la volonté absolue de l'empereur. Mais à présent, les fondations se fissuraient. Un primarque, un frère, le maître de guerre lui-même avait succombé aux forces mêmes que l'impérium cherchait à détruire. Le cœur de Magnus battait la chamade. Il ne s'agissait pas d'une simple prémonition, d'un simple scintillement d'avenir potentiel. C'était la réalité. Cela se passait maintenant. Il ne pouvait pas rester inactif. Il ne pouvait pas ignorer ce qu'il avait vu. Le destin de l'impérium reposait sur l'équilibre fragile entre la vérité et la tromperie. L'empereur doit être prévenu. Pourtant Magnus connaissait le prix à payer. L'édit de Nicaea avait jeté une ombre sur lui, liant ses mains,
lui interdisant de pénétrer dans la chaîne. Il avait juré d'obéir, de garder sa sorcellerie cachée. Mais c'était différent. Il ne s'agissait pas d'une complaisance, ni d'une recherche de la connaissance pour le plaisir de la connaissance. Il s'agissait du destin de l'humanité. C'est ainsi que Magnus a fait son choix. Il rassembla ses adeptes les plus proches, les membres de la Légion, en qui il avait le plus confiance. Ils se tenaient dans les grandes salles de Prospero, leurs esprits liés, leurs pouvoirs rassemblés en un seul point. Magnus les dominait, sa forme cramoisie enveloppée de feu psychique, son œil singulier brûlant d'intensité. Il allait envoyer un message à travers l'immensité de l'espace, au-delà du voile du temps et de la raison. L'empereur se trouvait sur Terra, au cœur de sa grande œuvre, inaccessible par les moyens conventionnels. Mais Magnus connaissait un autre moyen. Il s'adresserait directement à l'esprit de son père, transcenderait les limites de la matière, percerait le tissu de la distorsion elle-même. Le rituel commence. L'air crépitait d'énergie. L'espace autour d'eux se tordait, se déplaçait, se tordait avec des mains invisibles. Magnus sentit les courants de l'immatérium déferler en lui, vastes et infinis. C'était comme toucher le cœur d'une tempête, plier la réalité elle-même à sa volonté. Le message se forma dans son esprit, la vérité de la trahison d'Horus brûlant de mille feux. Puis un problème s'est posé. Une force s'éleva à sa rencontre, non pas une barrière, non pas une résistance, mais une présence. Quelque chose d'immense, d'ancien, quelque chose qui attendait. Magnus sentit l'intrusion comme un poignard dans l'âme, il sentit sa volonté se dérober pendant un bref instant, et en cet instant, le rituel devint incontrôlable. La chaîne hurle. Une grande brèche s'ouvrit dans le vide, traversant le temps et l'espace à une vitesse inimaginable. Elle transperça les défenses immatérielles de Terra elle-même, contournant les protections soigneusement tissées par l'empereur, brisant les murs invisibles qui protégeaient le palais impérial. Les alarmes retentirent dans tout le monde du trône. Les custodes, les sœurs du silence, les psycheurs les plus puissants de l'impérium, tous sentirent l'onde de choc déchirer la réalité. La brèche avait été ouverte. Et grâce à cette brèche, les choses se sont rétablies. Magnus les voyait, des entités qui dépassaient l'entendement, leur fin insondable. Il lui chuchotait, caressait les confins de son esprit, riait d'une voix qui faisait trembler les étoiles. Ils avaient toujours été là, attendant au-delà du voile, attendant qu'une porte s'ouvre. Et Magnus, dans son désespoir, l'avait ouverte. Il s'arracha, rompant le rituel dans un dernier cri terrible. Les 1000 fils s'effondrèrent autour de lui, leurs esprits étant ébranlés par le choc en retour. La pièce était brûlée, l'air épais, avec les échos de quelque chose d'anormal. Mais Magnus n'a pas entendu leurs cris. Son esprit était fixé sur Terra, sur les restes brisés des défenses psychiques qui avaient autrefois protégé la grande œuvre de l'empereur. Il avait réussi à envoyer son message, à placer son avertissement directement dans l'esprit de l'empereur. Mais à quel prix? Il n'y avait aucun moyen de défaire ce qui avait été fait. Il avait enfreint le décret de l'empereur, défié l'édit de Nicaea de la manière la plus catastrophique qui soit. L'empereur saurait ce qui s'était passé. L'impérium le saurait. Et le pire, c'est qu'Horus le saurait. Magnus se tenait au milieu des ruines qu'il avait lui-même créées, le poids du destin pesant sur lui. Il avait essayé de faire ce qui était juste. Il avait essayé de sauver l'Empire. Mais en voulant éviter le désastre, il l'a rapproché plus que jamais. L'onde de choc psychique se répercuta dans le palais impérial comme une tempête se brisant contre des murs inébranlables. Tous les astropathes hurlèrent à l'unisson avant de sombrer dans le silence. Les custodes et les sœurs du silence se précipitèrent dans les grandes salles, armes au poing, sentant la grande perturbation mais incapables d'en percevoir l'origine.
L'empereur était assis sur son trône, son vaste intellect absorbant la brèche soudaine dans la sainteté de son domaine. Il avait senti la présence de la distorsion envahir les endroits où elle n'avait pas le droit de s'aventurer. Il avait senti le poids du pouvoir de Magnus peser sur le tissu même de la réalité. Mais plus encore, il avait senti la porte se briser, une porte qu'il avait construite, une barrière destinée à protéger l'humanité des terreurs qui se cachaient au-delà. Et maintenant, à cause de l'imprudence de Magnus, elle était brisée. L'empereur n'avait pas besoin de demander qui avait fait cela. Il avait senti la présence de Magnus. Il avait senti son esprit se tendre vers lui, en désespoir de cause. Ce n'est pas l'ignorance qui a poussé son fils à agir ainsi. C'était un défi. Magnus avait rompu sa confiance. L'empereur l'avait prévenu, avait décrété que l'usage de la sorcellerie était interdit. L'édit de Nicaea n'était pas une simple loi, c'était une sauvegarde, une ligne tracée pour protéger l'humanité des ténèbres qui se cachaient dans l'immatérium. Magnus l'avait ignoré. Pire encore, il avait brisé les protections du palais impérial lui-même, ouvrant une porte qui ne pourrait plus jamais être refermée. La colère de l'empereur est absolue. Dans tout l'impérium, son décret fut connu. Magnus répondrait de sa trahison. Mais alors même que ce jugement était prononcé, une autre voix s'élevait dans les couloirs du pouvoir. Horus, le maître de guerre, se tenait aux côtés de l'empereur, son armure d'or étincelante, sa voix ferme et pleine de raison. Il écouta l'empereur parler du crime de Magnus, des dangers qui avaient été déclenchés sur Terra elle-même. Horus acquiesça, l'air sombre, les mots mesurés. « Monseigneur, Magnus a trahi votre confiance. Il a mis en danger l'impérium lui-même par son arrogance. Cet acte ne peut rester impuni. » L'empereur n'était pas en désaccord. Mais il n'était pas seulement aveuglé par la rage. Il était encore un père, et Magnus était encore son fils. Il ne décréta pas encore la mort, mais seulement le blâme. Le roi cramoisi serait amené à Terra, jugé et puni en conséquence. Mais Horus a vu l'opportunité qui s'offrait à lui. Il était déjà tombé. Les puissances de la ruine murmuraient à son oreille, nourrissant son ambition, son désir de détruire la vision de l'empereur et de refaire la galaxie à son image. Il avait déjà commencé sa grande tromperie, montant les légions les unes contre les autres, préparant ainsi sa future rébellion. Magnus, dans son arrogance, lui avait fourni l'occasion parfaite d'éliminer un obstacle potentiel. C'est Horus qui a suggéré l'Emanruss. Les Space Wolves avaient toujours méprisé les 1000 fils. Russ avait toujours considéré Magnus comme un sorcier d'abord, un guerrier ensuite. Il n'y avait pas de fraternité entre eux, seulement de la suspicion et du mépris. Si quelqu'un pouvait faire plier Magnus, c'était bien le roi des loups. L'empereur est d'accord. Russ a été convoqué. L'ordre est donné. Emmenez votre légion à Prospero. Amenez Magnus à Terra. Il doit faire face aux conséquences de ses actes. Mais Russ ne recevra jamais ces mots exacts. Quelque part dans le vide, entre Terra et Fenris, Horus intercepta l'ordre. Le message a été déformé, remodelé en quelque chose de beaucoup plus sombre. Magnus est tombé. Magnus a trahi l'empereur. Magnus doit être détruit. Le roi des loups n'a pas hésité. Alors même que sa flotte se préparait à faire la guerre à Prospero, il se croyait juste. Magnus était un traître. Les 1000 fils étaient un affront à la vision de l'empereur. L'empereur avait ordonné leur destruction, et Russ exécuterait cette sentence avec la fureur de l'Allfather lui-même. Les loups hurlent pour du sang. Le destin de Prospero est scellé. Les étoiles tremblèrent tandis que la flotte de guerre des Space Wolves brûlait dans le vide, les moteurs hurlant dans l'obscurité. Les guerriers de Fenris ne marchaient pas pour la justice, ni pour la diplomatie. Il ne s'agissait pas d'une simple censure, ni d'une mission de récupération. Ils venaient pour la destruction.
Le ciel au-dessus de Prospero sera bientôt déchiré par le feu et l'acier. Lehman russe se tenait à la proue de son vaisseau amiral, l'air sombre, les mains serrées en poing. Il avait vu de nombreux mondes brûler. Il avait mené ses fils dans d'innombrables batailles. Mais cette fois, c'était différent. Il s'agissait d'un bilan. Magnus avait trahi l'empereur, brisé le caractère sacré de Terra par son arrogance. La sentence avait été prononcée, et les Space Wolves allaient la prononcer. Russ n'en éprouvait aucune joie. Il s'était toujours méfié de Magnus, avait toujours considéré son frère avec suspicion, mais il n'avait jamais imaginé qu'il en arriverait là. Pourtant, l'ordre était clair. L'empereur avait ordonné la destruction de Magnus. C'est ce que croyait le roi loup. Et Russ n'échouerait pas. Les Space Wolves se préparaient à la guerre de la seule manière qu'ils connaissaient. Lames aiguisées, bolters chargés, et la fureur de Fenris brûlant dans leur cœur. Ils étaient des guerriers nés pour le massacre, élevés pour la chasse, et leur proie les attendait désormais sur un monde lointain. Mais Prospero n'était pas une forteresse ennemie. Ce n'était pas une forteresse, ni un bastion de guerre. C'était un sanctuaire, un monde de savoir et d'apprentissage. Ses tours n'étaient pas hérissées d'armes, ses rues n'étaient pas remplies de guerriers aguerris. Les 1000 fils n'avaient pas été forgés pour une guerre brutale et implacable comme l'avaient été les loups. Pourtant, alors que la tempête de la bataille approchait, le peuple de Prospero ne se rendait pas compte de l'ampleur réelle de ce qui se préparait. Les 1000 fils savaient que les loups de l'espace arrivaient. Ils avaient intercepté les signaux astropathiques, avaient vu la tempête qui se préparait au-delà de leurs cieux. Mais ils croyaient qu'il s'agissait d'un blâme, d'une punition, et non d'une condamnation à mort. Ils se sont préparés à se défendre, mais même maintenant, ils s'accrochent à l'idée que la raison l'emportera, que la justice de l'empereur ne permettrait pas une destruction aussi insensée. Magnus le savait bien. Il l'avait prévu dans les marées changeantes de la chaîne. Il avait vu les incendies consumer sa maison, vu ses fils se battre et mourir dans les rues de Tisca, vu la terrible fin qui les attendait. Il avait su, dès le moment où il était entré dans le Warp, que tel serait son destin. Et pourtant, il n'a pas couru. Il aurait pu abandonner Prospero, prendre ses fils et s'enfuir dans les profondeurs de la galaxie. Mais il ne l'a pas fait. Il ne le fera pas. C'était sa punition à lui. Il a défié l'empereur. Il avait brisé l'édit de Nicaea. Il avait agi alors qu'il aurait dû rester silencieux. Il avait pénétré dans l'immatérium et brisé les barrières destinées à protéger l'humanité. Quelle que soit son intention, quelle que soit la justesse de sa cause, il avait commis une erreur. Et maintenant, le prix sera payé dans le sang. Ses fils ne comprenaient toujours pas. Ils voyaient les vaisseaux de guerre se rassembler. Ils voyaient la trahison se dérouler devant eux. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi Magnus refusait d'agir. Ils ne comprenaient pas pourquoi il ne faisait pas appel à toutes ses forces. Pourquoi il ne brandissait pas le pouvoir qu'il avait si soigneusement entretenu pendant des siècles pour frapper ceux qui cherchaient à les détruire. Mais Magnus avait déjà pris sa décision. Il se tenait au sommet des grandes tours de Tisca, observant le vide s'assombrir à l'approche de la guerre. Son œil singulier observait la flotte des loups de l'espace, la fureur froide dans les mouvements de leurs vaisseaux, la sinistre finalité de leur arrivée. C'est l'heure du bilan. Les loups se sont déchaînés, et ils ne s'arrêteront pas tant que Prospero ne sera pas en cendres. Le ciel au-dessus de Prospero se déchira lorsque les Space Wolves descendirent. Le feu pleuvait des cieux, de grandes traînées de flammes traversant la fine atmosphère, tandis que les nacelles descendaient à toute allure, percutant les rues autrefois immaculées de Tisca. Les secousses de l'impact ébranlèrent les élégantes tours de la ville, provoquant des fissures dans les anciennes structures, conçues non pas pour la guerre, mais pour l'illumination. Puis vinrent les hurlements.
Les loups de Fenris étaient venus, non pas comme des bourreaux, non pas comme des guerriers apportant le jugement, mais comme des destructeurs. Le peuple de Prospero, érudit, philosophe, mystique, regarda les cieux avec horreur tandis que le cauchemar se déroulait. Il s'attendait à un blâme, à une punition pour le défi de Magnus, mais il ne s'attendait pas à cela. Les premiers tirs déchirèrent l'air avant que quiconque ne puisse réagir. Les balles de Bolter explosèrent contre le marbre et la chair, et les premiers citoyens de Prospérine tombèrent sans un cri. Les rues, autrefois animées d'une contemplation tranquille, furent soudain envahies par la panique, les silhouettes courant pour échapper à la tempête qui s'annonçait. Mais il n'y avait nulle part où courir. Les Space Wolves ne font aucune discrimination. Ils ont massacré tout ce qui se trouvait sur leur chemin. Les grandes flèches de Tisca, les pyramides chatoyantes du savoir, se sont effondrées sous l'impact des bombardements orbitaux. D'immenses panaches de poussière et de flammes s'élevèrent dans le ciel, transformant la ville autrefois rayonnante en un tombeau de feu et de ruines. L'air est envahi par la puanteur de la chair brûlée, de la pierre réduite en scorie, du savoir réduit à l'état de cendre. Les 1000 fils, pris par surprise, se sont empressés de réagir. Ils n'étaient pas préparés à un tel assaut. Bien que guerriers, ils n'avaient jamais livré une telle bataille, ni un siège, ni une guerre d'anéantissement. Leurs plus grandes armes avaient toujours été leurs esprits, leur capacité à manipuler l'immatérium, à exercer un pouvoir qui dépassait l'entendement des mortels. Mais face à la brutalité des Space Wolves, face à la marée incessante de Bolter, de haches chaînes et de fureurs primitives, même leurs plus grands talents ne parvenaient pas à tenir le coup. Ahriman, bibliothécaire en chef des 1000 fils, menait ses guerriers dans les rues, tissant des protections complexes dans l'air et lançant des forces psychiques qui envoyaient les guerriers fenrisiens à travers les décombres. Le feu jaillissait du bout de ses doigts, engloutissant l'ennemi, mais ils arrivaient quand même. Les loups ne faiblissaient pas. Là où le feu psychique se déchaînait, les lames de givre le transperçaient. Là où les 1000 fils érigeaient des barrières psychiques, les prêtres runiques des loups de l'espace les détruisaient avec des chants d'annulation. Ils étaient venus préparés, avaient apporté avec eux des protections contre la sorcellerie, des protections contre la chose même qui avait défini les 1000 fils. Et les fils de Magnus commencèrent à tomber. Un à un, les grands guerriers de Prospero furent abattus dans les rues où ils avaient autrefois marché en paix. Ils se battaient de toute leur force, brandissant des armes proches de la sorcellerie, mais pour chaque loup de l'espace abattu, 2 autres prenaient sa place. Les loups étaient implacables. Le pire, c'est le massacre des innocents. Les guerriers des 1000 fils ne furent pas les seuls à tomber. Les citoyens de Prospero, les érudits désarmés, les savants qui n'avaient jamais tenu une arme de leur vie, furent massacrés sans hésitation. Les loups ne faisaient aucune différence entre le sorcier et l'érudit, entre le soldat et le scribe. Pour eux, tout Prospero était coupable. Les corps jonchent le sol. Les rues de Tisca, autrefois dorées, étaient rouges du sang de ses habitants. Et au-dessus de tout cela, Magnus observait. Du haut de la tour centrale de sa plus grande cité, le roi cramoisi se tenait immobile, son œil singulier reflétant la ruine de son monde. Il avait vu cela. Il savait que cela arriverait. Et pourtant, il n'avait rien fait. Pas par lâcheté, pas par faiblesse, mais parce que c'était le prix de son échec. Les flammes montent plus haut, les hurlements s'amplifient, Prospero brûlait, et Magnus l'a laissé brûler. Au sommet de la plus haute flèche de Tisca, Magnus se tenait seul. De son poste d'observation, il pouvait tout voir. Il voyait sa ville s'effondrer sous le poids de la guerre, les feux de la destruction se répandre comme une chose vivante,
dévorant tout ce qui avait fait la grandeur de Prospero. Le savoir des siècles, la sagesse d'un millier d'érudits, les reliques irremplaçables des civilisations perdues, tout était réduit en cendres. Son peuple criait. Il pouvait les entendre même d'ici. Leur voix était portée par les vents hurlants qui s'engouffraient dans les rues défoncées. Les loups de l'espace s'étaient abattus sur eux comme la colère d'un vieux dieu, insensible, impitoyable, implacable. Les guerriers de Fenris poussaient des cris de guerre, en tailladant et déchiquetant les impuissants, leurs lames de givre luisant du sang des érudits, leurs bolters brisant la chair et la pierre. Magnus n'a rien fait. Il s'est contenté de regarder. Il avait déjà vu cela auparavant. Les visions lui étaient venues il y a longtemps, des murmures dans la distorsion lui montrant ce moment précis, la mort de son peuple, la chute de son monde. Il savait que cela allait arriver. Il l'avait su dès qu'il avait brisé l'édit de Nicaea, dès qu'il avait pénétré dans le Warp pour avertir son père. C'était sa punition. Malgré toute sa sagesse, toute son intelligence, Magnus avait été un imbécile. Il avait cru que la connaissance seule pouvait les protéger, que la raison pouvait triompher de la peur. Il avait pensé qu'en montrant à l'Imperium la vérité de la sorcellerie, en démontrant son pouvoir et sa raison d'être, son père comprendrait un jour. Au lieu de cela, l'empereur avait envoyé le Manrus. À présent, les rues de Prospero étaient trempées dans le sang. Les 1000 fils se battaient désespérément, leur puissance psychique se déchaînant pour défendre leur foyer. Mais les loups de l'espace étaient implacables. Les prêtres des runes s'étaient préparés, annulant le pouvoir même sur lequel les 1000 fils avaient bâti leur force. Le roi cramoisi ferma son œil. Il a senti leur mort. Chacun d'entre eux. Les 1000 fils n'étaient pas seulement ses guerriers, ils étaient ses fils, son héritage, les seuls êtres de la galaxie qui comprenaient vraiment ce qu'il avait essayé d'accomplir. À chaque mort, un morceau de lui-même était arraché. Il sentait leur agonie dans le Warp, il sentait les derniers soupirs de leurs âmes, alors que leur corps tombait brisé dans les rues en flammes. Et pourtant, il n'a toujours rien fait. Malgré toute sa puissance, malgré sa maîtrise inégalée de l'immatérium, il resta immobile. Il n'a pas fait appel à sa sorcellerie pour briser les envahisseurs. Il n'a pas tendu la main pour les écraser avec son esprit, parce qu'il avait déjà perdu. Même s'il détruisait les loups de l'espace maintenant, quelle importance! Le jugement de l'empereur était sans appel. Il avait été chassé au moment où la flotte de Russes avait mis le cap sur Prospero. Aucune victoire ici ne pourrait changer cela. S'il se battait maintenant, il ne sauverait pas sa légion. Il ne ferait que donner raison à l'Imperium. Un tremblement parcourut la tour, tandis qu'une nouvelle explosion éclatait en contrebas. Les grandes pyramides de Tisca, jadis joyaux de la connaissance prospéenne, s'écroulaient une à une. Les rois sorciers de sa légion tombaient dans les rues, leurs esprits autrefois inégalés, réduits à néant par les lames de guerriers qui n'avaient jamais eu besoin de sagesse pour gagner une guerre. Magnus sentit son chagrin se transformer en quelque chose d'autre. Pendant trop longtemps, il s'est retenu. Trop longtemps, il s'est fié à la raison, à la diplomatie, dans l'espoir insensé que l'empereur l'écouterait. Mais la raison n'a pas sauvé Prospero. La miséricorde n'a pas sauvé ses fils. Cela n'avait fait que les affaiblir lorsque les loups étaient enfin arrivés. Quelque chose s'est brisé en lui. Magnus se détourna de l'horizon brûlant et s'éloigna du balcon brisé, descendant la tour pour la première fois depuis le début de la bataille. Il ne prit pas les escaliers. Il tomba simplement, sa forme massive en apesanteur, portée vers le bas par la main invisible de la distorsion. L'air même se courbait autour de lui, à mesure qu'il se déplaçait, l'espace lui-même se tordant en réponse à sa fureur grandissante.
Il atterrit dans les rues de Tisca avec un bruit de tonnerre, l'impact envoyant une onde de choc à travers la ville brisée. Ses guerriers se tournèrent vers lui, désespérés, suppliants. Il s'était battu et était mort en son nom, persuadé qu'à tout moment, il viendrait les sauver. Et enfin, Magnus était venu. Les Space Wolves l'ont senti immédiatement. Un changement dans l'air. Un tremblement dans la distorsion. La lumière du feu projeta de longues ombres, tandis que l'imposante silhouette de Magnus le Rouge s'avançait sur le champ de bataille, son œil unique brillant d'une puissance brute et incontrôlée. Pour la première fois, il a fini de regarder. Maintenant, enfin, il va se battre. L'air lui-même a tremblé lorsque Magnus est entré sur le terrain. Les 1000 fils, meurtris et brisés, se tournèrent vers leur primarque alors qu'il traversait les flammes de sa ville mourante. Son arrivée ressemblait à une tempête déferlant sur le champ de bataille, une force qui dépassait l'entendement. La distorsion s'enroula autour de lui, la réalité se déformant à sa simple présence. Alors qu'il avait observé en silence, il se tenait maintenant parmi eux, sa grande carcasse enveloppée d'un pouvoir sans limite. Pour la première fois depuis le début de la bataille, l'espoir a vacillé dans le cœur des fils de Prospero survivants. Leur père était venu. Tout autour de lui, les restes de la Légion se battaient avec désespoir. Les 1000 fils n'avaient jamais été élevés pour une guerre aussi brutale. Ils étaient des guerriers de l'esprit, des manieurs d'arcanes, des érudits devenus soldats. Mais maintenant qu'ils étaient au bord de la ruine, ils se déchaînaient. Plus de retenue, plus de subtilité. Les rues de Tisca devinrent une zone de guerre aux horreurs impossibles. Le ciel se fendit d'un feu de distorsion, des torrents d'énergie en cascade incinérant des escadrons entiers de Space Wolves. Des illusions dansaient dans la fumée, des fantômes de loups en flammes, des formes tordues de cauchemars et de folie, déconcertant même les guerriers endurcis de Fenris. Là où leurs bolters tiraient juste, leur cible disparaissait, vacillant comme des mirages, avant de réapparaître ailleurs, frappant dans les angles morts de la réalité elle-même. La bataille devient sauvage. Les loups de l'espace ont abattu les 1000 fils à coups de bolters et de lames, découpant les sorciers, alors même que leurs esprits étaient déchirés de l'intérieur. Les éclairs crépitaient dans les mains tendues, les boucliers psychiques scintillaient sous les assauts incessants, et les murs de feu spectral prenaient vie, consumant les envahisseurs tout entiers. Mais les loups n'ont pas faibli. Ils étaient venus pour la destruction. Ils sont venus pour le sang. Leur haine brûlait plus fort que les flammes qui les entouraient. Les prêtres des runes marchaient dans leurs rangs, leur chant annulant les sorts nés de la distorsion qui aurait dû les déchirer. Là où un 1000 fils maniait le feu, un prêtre des runes le défaisait. Là où un sorcier cherchait à tordre la réalité, une lame fenrisienne la transperçait. Ils ont traversé l'impossible, des cauchemars qui ont pris forme, des tempêtes de puissance brute qui auraient dû les anéantir. Mais ils n'ont pas voulu s'arrêter. C'est alors qu'est arrivé Magnus. Le roi cramoisi est entré dans la mêlée, et le champ de bataille a pris une toute autre tournure. D'un seul geste, il a traversé le temps et l'espace, démantelant ses ennemis d'une simple pensée. Les Space Wolves furent soulevés dans les airs, leur corps se tordant et se déformant à mesure que Magnus réécrivait les lois de l'existence. Certains furent réduits en cendres en un instant, leur armure s'effondrant dans la poussière de ce qui avait été des hommes. D'autres virent leur esprit s'éloigner, arrachés à la réalité, perdus dans l'immensité infinie de la distorsion. Là où ils marchaient, la destruction suivait. Pourtant, pour chaque douzaine qu'il a tuée, une douzaine d'autres ont pris leur place. Les guerriers de Russe ne craignaient pas la mort. Ils ne reculaient pas, n'hésitaient pas. Ils fonçaient dans l'oubli, leur haine de la sorcellerie les portant vers l'avant,
alors même que la réalité elle-même tentait de les briser. La bataille fait rage, déchirant le peu qu'il reste de la beauté de Prospero. Les tours s'effondrèrent, des rivières de pierre en fusion coulèrent dans les rues, le ciel devint noir avec la fumée du savoir brûlant. Les grandes bibliothèques de Tisca, remplies de la sagesse de tous les temps, furent réduites en cendres. Les 1000 fils se sont battus comme des dieux, maniant sans retenue la puissance de l'immatérium. Les Space Wolves se sont battus comme des bêtes, leur fureur primitive s'avérant tout aussi puissante. Et Magnus, malgré tout son pouvoir, ne pouvait pas arrêter l'inévitable. Ses guerriers mouraient, un à un, les fils qu'il avait élevés, les érudits qu'il avait nourris, tombaient sous les lames de Fenris. Sa ville avait disparu, sa légion s'effondrait. Même s'il a abattu des escadrons entiers avec rien de plus qu'un murmure, même s'il a brisé la terre sous ses ennemis et transformé l'air en arme de vengeance, cela n'a pas suffi. Malgré tous les miracles qu'il a réalisés, toutes les victoires qu'il a remportées, les loups ont continué à se battre. Il a trop attendu. Il s'est trop retenu. Il a permis que cela se produise. Et maintenant, même en libérant toute sa puissance, la balance ne peut être équilibrée. Prospero tombait. Le dernier combat des 1000 fils a commencé. Et Magnus savait comment cela se terminerait. Les rues de Tisca sont en ruine. Les grandes pyramides étaient tombées, leur savoir perdu dans les flammes. Les sorciers des 1000 fils s'étaient battus de toute leur force, mais les Space Wolves les avaient transpercés avec une fureur implacable. Aujourd'hui, au milieu des décombres brûlants d'un monde anéanti, seules 2 silhouettes subsistaient. Magnus et Lemanrus sont restés seuls. Le roi cramoisi regarda son frère, son œil singulier reflétant à la fois la tristesse et l'acceptation. Il avait prévu ce moment bien avant qu'il n'arrive. C'était écrit dans la trame, dans les courants du destin qu'il s'était efforcé de nier. Et pourtant, alors qu'il se tenait au bord du précipice de la ruine, il ne pouvait se résoudre à haïr celui qui était venu le détruire. Rus, lui, n'a pas vu de frère devant lui. Sa lame était dégainée, ses muscles tendus par une fureur à peine contenue, ses yeux brûlaient de trahison. Magnus s'était retourné contre l'empereur, avait brisé le caractère sacré de Terra par sa sorcellerie, avait conduit sa légion sur la voie de l'hérésie. Il n'y avait pas de place pour le regret, pas de place pour la pitié. Tu aurais dû t'enfuir, Magnus. La voix de Rus était basse, un grognement à peine retenu. Tu aurais dû te battre comme un guerrier, et non te cacher derrière tes tours maudits. Magnus n'a pas répondu. Quel mot pouvait-il prononcer? Sa ville bien-aimée n'était plus que cendre. Ses fils étaient morts ou mourants. Il avait passé sa vie à essayer de prouver la justesse de sa voix, pour finalement tout voir s'effondrer. Rus s'était lancé. Le roi loup frappa avec toute la force de son homonyme, sa lame chantant dans l'air dans un arc destiné à trancher la chair des os. Magnus ne bougea presque pas. Il para avec facilité, sa propre forme se déplaçant comme de la brume, son corps existant à moitié dans la distorsion, à moitié dans les ruines du monde des mortels. Il n'a pas contre-attaqué. Rus grogna, avançant, frappant encore et encore, sa lame s'écrasant sur les défenses du primarque avec une efficacité brutale. Magnus bloquait chaque coup avec une précision mécanique, mais il refusait de passer à l'offensive. Rus pouvait le voir. Il se retenait. La colère du roi des loups s'enflamme. « Combattez-moi » rugit-il en frappant de sa lame la garde de Magnus. Des étincelles d'énergie de distorsion jaillirent entre eux, projetant leur duel dans une lumière artificielle. Ne reste pas là à attendre la mort comme un lâche. Magnus a fermé son œil. Lâche. Le mot piquait, mais pas pour les raisons que Rus voulait. Il était vrai qu'il ne se battait pas avec toute sa puissance. Mais ce n'était pas la lâcheté qui le retenait.
C'était le chagrin. Magnus avait déjà tout perdu. Son père l'a condamné. Ses frères l'ont abandonné. Ses fils sont morts à cause de ses erreurs. Qu'importait qu'il gagne cette bataille? À quoi cela servirait-il de frapper Russ, de se venger d'un frère qui n'a fait que suivre la volonté de l'empereur? Rien ne ramènera Prospero. Magnus a donc fait la seule chose qui lui restait à faire. Il a cessé de résister. Russ a vu le changement. Il le sentit à la façon dont la garde de Magnus s'affaiblit, à la façon dont il laissa le coup suivant arriver. Sa lame mordit dans la chair de Magnus, entaillant profondément sa poitrine. Le primarque chancela, mais ne riposta pas. Le sang s'écoula sur le sol brisé, s'accumulant dans les cendres de son peuple. Russ n'hésite qu'un instant. « C'est ce que tu voulais » cracha-t-il. « Mourir ici comme une chose cassée ?» Magnus n'a toujours rien dit. Il s'est simplement agenouillé. Russ rugit de fureur, levant son épée pour le coup final. Il avait voulu une fin de guerrier pour son frère. Il avait voulu affronter le trompeur de l'empereur et l'abattre dans un combat glorieux. Mais là, c'était autre chose. Il s'agit d'une reddition. Et pourtant, il ne peut s'en empêcher. La lame est tombée. Russ enfonça son épée dans le corps de Magnus, tranchant la chair, les muscles, l'essence même du roi cramoisi. La force du coup brisa le sol sous eux, envoyant une onde de choc de puissance à travers les ruines. Magnus a sursauté. Son corps, déjà fracturé par la destruction de son monde, commença à se désagréger. Le warp hurla autour de lui, l'immatérium surgissant comme pour le récupérer. Sa dernière vision se dessine devant lui. Prospero brûle, l'empereur observe en silence. Ses fils tombent en poussière. Et puis, l'obscurité. Magnus le Rouge, primarque des 1000 fils, n'est plus. Le coup final a été porté avec la force d'un monde qui s'achève. Leman Russ enfonça profondément sa lame dans le corps brisé de Magnus, le sol se fracturant sous le poids de la frappe. La force de l'impact envoya une vague d'énergie qui se répandit sur le champ de bataille, réduisant momentanément au silence le carnage qui faisait encore rage dans les ruines de Tisca. Le roi cramoisi tombe. Sa forme puissante et terrible s'effondra sous l'assaut, la force non naturelle de sa chair cédant la place à la ruine. Sa peau cramoisie, autrefois incassable, portait désormais les marques de ses blessures béantes, des fractures qui brillaient d'une lumière de distorsion à peine contenue. Son œil unique, autrefois brillant de sagesse et de défi, s'éteignit. Pendant un moment, le silence s'installe sur Prospero. Les 1000 fils, ceux qui vivaient encore, se tournèrent vers leur père avec horreur et incrédulité. Leur maître, leur créateur, le roi sorcier qui les avait guidés à travers les mystères de l'univers, était en train de mourir. Les Space Wolves, bien que triomphants, ne se réjouissent pas. Même dans la victoire, ils ressentaient le poids de ce qui avait été fait. Magnus ne s'était pas déchaîné dans ses derniers instants. Il ne s'était pas battu avec toute sa fureur. Il avait laissé faire. Russ se tenait au-dessus de son frère déchu, respirant bruyamment, sa lame dégoulinant de sang qui scintillait dans la faible lumière des feux qui consumaient Prospero. Son cœur tonnait dans sa poitrine, bien qu'il ne sût pas encore si c'était par triomphe ou par regret. Il avait voulu détruire un traître, abattre un fourbe qui s'était retourné contre l'empereur. Mais en regardant la forme déchiquetée de Magnus, il ne vit ni hérétique, ni grand traître, seulement un homme qui a tout perdu. Magnus sursauta, son corps était déchiré par la douleur, son esprit dérivait entre le monde matériel et l'immatérium. Il avait vu sa mort dans un millier de visions, et pourtant, maintenant qu'elle était arrivée, elle n'en était pas moins terrible. Son monde entier avait disparu. Son peuple était mort ou mourant. Son père l'avait abandonné. Mais il n'était pas seul. Quelque chose d'autre nous observait. La distorsion tremblait autour de lui,
affamé, avide. Le voile entre la réalité et l'immatérium avait déjà été affaibli par la bataille, l'énergie psychique brute de sa légion mourante saturant l'air même de Prospero. Et à travers cette déchirure, quelque chose l'appelait, une présence, un murmure. Il était familier et pourtant inconnaissable, vaste au-delà de toute compréhension, un être aux formes changeantes et aux apparences infinies. Tzeentch. L'architecte du destin avait toujours observé Magnus, avait toujours été proche, attendant le moment où le roi cramoisi serait vraiment brisé. Et maintenant, alors qu'il agonisait, que son corps était en ruine, le changeur de voix lui tendait la main. Magnus la sentit, la promesse. Il pouvait mourir ici. Il pouvait laisser les loups remporter la victoire, laisser son héritage être réduit en cendres, laisser le nom de Magnus le Rouge s'évanouir dans le néant. Il pouvait accepter le poids de ses erreurs et embrasser la mort qui avait été écrite pour lui depuis longtemps. Où il peut vivre. Pas comme il était, pas comme l'homme qu'il avait été, mais comme quelque chose de plus. Il sentit la chaîne s'enrouler autour de lui, s'infiltrer dans ses blessures, bercer sa forme brisée comme un sculpteur patient, s'apprêtant à remodeler un chef-d'œuvre. La douleur dans son corps n'était plus rien, noyée par les courants de l'immatérium qui l'envahissait. Sa légion vivait toujours, dispersée, brisée, mais pas disparue. S'il tombait ici, vraiment et totalement, alors les 1000 fils sombreraient dans l'oubli. Mais s'il embrassait le pouvoir qui lui était offert, s'il prenait la main tendue à travers le voile, alors il se relèverait. Reuss a vu le changement avant de le sentir. L'air autour de Magnus scintilla, la lumière se déformant de façon anormale. Le corps de son frère, brisé quelques instants auparavant, semblait se dissoudre sur les bords, sa chair même se déplaçant, comme si elle se défaisait et se refaisait à la fois. Le roi loup grogna, son instinct lui criant que quelque chose n'allait pas. Mais il est déjà trop tard. Magnus a disparu, non pas comme un homme mourant qui s'évanouit dans le vide, mais comme quelque chose qui transcende les limites de la chair. Sa forme brisée a été attirée dans la distorsion, tirée à travers une fissure dans la réalité elle-même. Son existence s'est étendue à travers le temps et l'espace, d'une manière qu'aucun esprit mortel ne peut comprendre. Et puis, il est parti. La lame de Reuss frappa l'air vide, le sang du roi cramoisi dégoulinant de son tranchant. Il fixa l'endroit où Magnus était tombé, la mâchoire serrée, le souffle court. Il avait porté le coup fatal. Il avait brisé son frère. Mais il ne l'a pas tué. Quelque part, au-delà du voile, Magnus vivait encore. Et son histoire est loin d'être terminée. Les ténèbres le dévorent. Magnus dérivait entre les restes de son corps brisé et les marées immatérielles du warp. Il ne ressentait plus la douleur de ses blessures, ni le poids de sa chair brisée. Il était défait, réduit à quelque chose d'informe, quelque chose qui oscillait entre l'existence et l'oubli. Pourtant, il n'était pas seul. Quelque chose l'observait, quelque chose d'immense. La présence avait toujours été là, s'attardant aux confins de son esprit, chuchotant lorsqu'il s'y attendait le moins, le guidant sur des chemins qu'il avait autrefois cru être ses propres choix. Tzeentch, l'architecte du destin, le grand manipulateur, le dieu qui avait tissé des fils autour de lui bien avant que Magnus ne les remarque. Et maintenant, dans son moment de désespoir, la main était complètement tendue. « Magnus !» appela la voix, traversant l'irréalité qui l'entourait. Ce n'était pas une seule voix, mais un millier, se chevauchant dans des tons à la fois mélodieux et cruels. C'était la voix d'un mentor, d'un trompeur, d'un sauveur et d'un geôlier à la fois. Ton temps dans le royaume des mortels est terminé, votre monde est perdu, mais vous ne l'êtes pas. Magnus ne parlait pas, mais ses pensées hurlaient dans le vide.
Il a essayé de sauver son peuple. Il avait essayé d'avertir l'empereur. Il avait suivi la voie de la connaissance, croyant qu'elle élèverait l'humanité, croyant qu'elle la protégerait des horreurs de l'ignorance. Et pourtant, il avait été rejeté. Sa ville a brûlé. Ses fils sont morts ou mourants. Son père l'a abandonné. Et maintenant, il avait été brisé par un frère qui ne l'avait jamais compris. Malgré toute sa sagesse, il a tout perdu. Il était fatigué. Très, très fatigué. Et Tzench le savait. « Tu as beaucoup souffert, mon roi cramoisi. » roucoula la voix, oscillant entre la sympathie et l'amusement. « Ton père t'a tourné le dos. Ses fils loyaux ont massacré ton peuple. Et pourquoi? Parce que tu as cherché la connaissance? Parce que tu as cherché la vérité? » Magnus sentit le chagrin de son âme se transformer en quelque chose d'autre. C'était de la colère. C'était du ressentiment. L'empereur l'avait mis à l'écart, avait refusé d'entendre ses avertissements, avait envoyé ses loups pour déchirer son monde. Son père, malgré tout son pouvoir, avait préféré le jugement aveugle à la compréhension. Il n'avait pas laissé le choix à Magnus. « Tu es plus grand qu'eux » poursuivit Tzench, ces mots se faufilant dans les pensées de Magnus, comme des serpents se glissant dans les fissures de son âme. Tu l'as toujours été. Ton intelligence, ta vision, ta maîtrise de la distorsion, ce sont des choses que l'empereur craignait. Il t'a enchaîné, Magnus, parce qu'il savait qu'avec le temps, tu le surpasserais. Magnus voulait le nier, prétendre qu'il n'avait jamais cherché à rivaliser avec son père. Mais dans son cœur, les mots sonnaient justes. L'empereur avait craint ce que Magnus pouvait devenir. C'est pourquoi il avait interdit la sorcellerie. C'est pourquoi il avait ignoré l'avertissement. C'est pourquoi il avait permis la destruction de Prospero. Et si son père ne l'acceptait pas, si son père n'embrassait pas le pouvoir qui aurait pu les sauver tous, dans ce cas, à quoi bon résister? La présence de Tzench se resserra autour de lui, l'attraction de la distorsion s'intensifiant. Les sorciers des 1000 fils, ceux qui étaient encore en vie au milieu des ruines de Prospero, sentirent le changement avant de le voir. L'air se mit à scintiller. Les frontières entre la réalité et la distorsion se brisèrent. Les Space Wolves s'arrêtèrent, leurs mains trempées de sang, agrippant leurs armes, tandis que la terre sous leurs pieds se fendait, des vrilles d'irréalité mouvante s'étendant, s'enroulant autour des restes de la Légion. Les 1000 fils crièrent lorsqu'ils furent arrachés au champ de bataille, leurs corps arrachés au monde mourant de Prospero. Les loups tentèrent de les frapper, de les abattre avant qu'ils ne disparaissent, mais leurs lames ne rencontrèrent que de l'air. Les sorciers disparaissaient, entraînés dans la brèche, dans l'immatérium lui-même. Et au cœur de tout cela, Magnus s'est élevé. Sa forme brisée fut refaite, non pas à l'image de la chair, mais à celle de quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépassait l'entendement des mortels. Son pouvoir, autrefois bridé, s'exprimait désormais librement. La douleur de ses blessures avait disparu, remplacée par une terrible clarté, un esprit sans entrave, qui n'était plus lié à la chair d'un homme mourant. L'architecte du destin a gagné. Dans un dernier murmure, les derniers vestiges de Prospero s'effondrèrent en ruines, son peuple perdu, son savoir réduit en poussière. Mais Magnus le Rouge n'était plus là pour le pleurer. Il a été réclamé, et les 1000 fils ne seront plus jamais les mêmes. Prospero n'était plus. Les grandes pyramides de Tisca, autrefois monument du savoir, étaient en ruine, réduites à l'état d'enveloppe fumante par les bombardements orbitaux et la brutalité de la guerre. Les grandes bibliothèques, qui renfermaient la sagesse de civilisations depuis longtemps oubliées, n'étaient plus que des cendres, leurs textes et leurs tomes dévorés par les flammes du châtiment. Les rues, autrefois parcourues par les érudits et les chercheurs de vérité, étaient maculées de sang, jonchées des cadavres de ceux qui avaient osé rêver de comprendre l'univers.
La bataille était terminée. Les vainqueurs se tenaient au milieu des ruines, leurs armes encore chaudes du massacre, leurs armures tachées des restes d'une ville qui ne se relèverait jamais. Les Space Wolves avaient fait ce qu'ils étaient venus faire. L'éman russe regarda l'épave du Prospero et ne ressentit rien. Ce n'est pas ainsi que la victoire est censée être ressentie. Ces guerriers applaudirent, leurs hurlements résonnant dans la ville brisée, leur soif de sang n'étant pas encore totalement assouvie. Ils avaient tué leurs ennemis, abattu les sorciers qu'ils avaient toujours méprisés, et rendu la justice de l'empereur à une légion qui avait défié sa volonté. Et pourtant, il se sentait creux. Russe serra les poings, regardant les ruines d'un monde qui n'avait jamais été conçu pour la guerre. Il avait livré d'innombrables batailles, mené des campagnes à travers les étoiles, apporté la ruine aux ennemis de l'Impérium. Mais là, ce n'était pas une guerre, c'était de l'anéantissement. Il n'y avait pas eu d'honneur dans ce combat. Les 1000 fils avaient été des guerriers, certes, mais ils n'avaient pas été des monstres. Ils s'étaient battus par désespoir, pas par traîtrise. Et Magnus, Russe avait tué son frère. Ou du moins, il avait essayé. Magnus avait disparu, arraché à la réalité elle-même, consumé par la distorsion dans un moment de puissance impossible. Il n'y avait pas eu de cadavre, pas de dernier moment de certitude. Juste un murmure de quelque chose qui dépasse l'entendement. Une présence se glissant entre les fissures de l'existence. Russe ne savait pas si Magnus était vraiment mort, et cette incertitude le hante. Alors que les flammes s'éteignaient, que les derniers 1000 fils se taisaient, le poids de tout cela commençait à s'abattre sur les guerriers de Fenris. Certains d'entre eux se délectaient encore du carnage, rugissaient encore leur triomphe. Mais d'autres, ceux qui avaient vu la vérité de ce qui avait été fait, restaient dans un silence inquiet. Il y avait eu des innocents ici. Les Space Wolves n'avaient pas seulement tué des guerriers, ils avaient massacré des civils, détruit des connaissances qui ne pourraient jamais être récupérées. Ils n'ont pas seulement mis fin à une légion, ils ont effacé une culture. Et pourtant, c'était la justice. Telle est la volonté de l'empereur. C'est du moins ce qu'on leur avait dit. L'Impérium ne pleurerait pas, Prospero. À travers les étoiles, on dira que Magnus s'est ruiné lui-même, que son arrogance a condamné son monde. La destruction des 1000 fils serait présentée comme une purge nécessaire, un rappel des dangers de la sorcellerie. La vérité, l'horreur de ce qui a été perdu, seront enterrés sous la propagande et les décrets. L'Inquisition veillerait à ce que les vestiges du savoir de Prospero soient effacés des archives. Les bibliothèques de Terra ne reconnaîtraient jamais la philosophie des 1000 fils. Les progrès qu'ils avaient réalisés dans la maîtrise psychique, les textes anciens qu'ils avaient retrouvés. Aux yeux de l'Impérium, Prospero n'a jamais été un lieu de sagesse. C'était un repère d'hérésie, un monde entaché de sorcellerie, une erreur qui devait être corrigée. La justice a été rendue, c'est ce que croit l'Empire. C'est ce qu'il devait croire, mais les fantômes de Prospero ne se reposeront jamais. Quelque part, dans le vide au-delà de la raison, Magnus vivait encore. Sa légion avait été brisée, dispersée dans l'immatérium, mais elle n'avait pas disparu. Les 1000 fils ne mourraient pas si facilement, pas plus que leur haine pour l'Impérium. Russe connaissait cette vérité alors même qu'il se tenait au milieu des ruines. Ce n'était pas une fin, c'était le début de quelque chose de bien pire. Magnus s'est réveillé dans un monde de folie. La planète des sorciers n'était pas Prospero, c'était tout autre chose. Un monde où la réalité changeait sans raison, où le temps s'écoulait comme une rivière prise dans une tempête sans fin, où le ciel était un vaste vide tourbillonnant de couleurs qui n'avaient pas de nom. C'était un lieu irréel, un royaume qui n'était pas soumis aux lois de la physique ou de la logique,
un monde sculpté par la volonté de l'être qui l'avait réclamé. Tzeentch. Magnus ne sentait plus le poids de ses blessures. Son corps, brisé par la lame de Reuss, avait été refait. Mais ce n'était plus le même. Il était plus grand maintenant. Sa forme s'étirait et changeait. Sa chair n'était plus purement mortelle. Son œil, seul vestige de sa vue perdue, brûlait d'une lueur artificielle. Son regard transperçant le temps, le destin, le tissu même de l'existence. Il était devenu quelque chose de plus, ni un homme, ni un dieu, mais quelque chose entre les deux. Et pourtant, il ne ressent aucun triomphe. Ce n'est pas l'avenir qu'il recherchait. Les 1000 fils avaient été sa vision, l'œuvre de sa vie, son véritable but. Il avait rêvé de créer une légion qui utiliserait le savoir comme une arme, qui élèverait l'humanité au-delà des chaînes de l'ignorance et de la peur. Et maintenant, ils étaient brisés. Les survivants de Prospero avaient été dispersés dans le Warp, attirés par ce lieu en même temps que leurs primarques. Ceux qui sont restés ont été changés à jamais. Ils n'étaient plus des guerriers, ni des érudits, mais des êtres pris entre deux mondes, liés à l'immatérium, d'une manière que même Magnus pouvait à peine comprendre. Certains d'entre eux avaient déjà commencé à changer. La distorsion laissait sa marque sur toute chose, et les 1000 fils, avec leur connexion innée à l'immatérium, en subissaient les effets. Leur corps se tordait d'une manière qu'ils ne comprenaient pas. Certains perdaient leur voix, leur forme vacillait dans l'espace et dans l'espace. D'autres regardaient leurs propres mains et les voyaient changer sous leurs yeux, remodelés par les courants chaotiques qui les entouraient désormais, et pire encore, certains ont commencé à disparaître complètement. Magnus a regardé ce qui s'est passé. Un guerrier s'écriait, s'agrippait à son aume tandis que sa chair ondulait, que des forces invisibles déchiraient son essence. Puis, dans un murmure de rire provenant de la matrice, il disparaissait, son corps défait, son âme perdue, au profit de quelque chose qui dépassait l'entendement. La mutation a commencé. La chose même contre laquelle Magnus s'était battu pendant si longtemps, la déformation de ses fils, la corruption incontrôlée de leur forme, se produisait maintenant plus rapidement que jamais. Il avait autrefois défié le décret de l'empereur dans l'espoir de les sauver de ce destin. Aujourd'hui, à cause de ses actions, ils ont été précipités dans l'abîme. Il n'y a pas d'échappatoire à cet endroit. La planète des sorciers était une prison déguisée en sanctuaire, un cadeau enveloppé dans l'illusion du choix. Elle lui avait été donnée par Tzeentch, et son pouvoir était indéniable. Ici, Magnus pouvait manier la sorcellerie sans retenue. Ici, les 1000 fils pouvaient affiner leurs dons comme l'Imperium ne l'avait jamais permis. Ici, le savoir était infini. Mais à quel prix? Ce n'est pas l'avenir auquel il a cru. Ce n'était pas une illumination. Magnus avait cherché à contrôler la distorsion, à la manier avec précision et raison. Mais ici, dans ce lieu, la distorsion était dévorante, une force hors de sa portée, une mer aux marées changeantes qui refusait d'être maîtrisée. Tzeentch avait gagné. L'architecte du destin avait guidé Magnus jusqu'à ce moment, l'avait conduit sur une route d'illusion et de tromperie, lui avait fait croire qu'il contrôlait la situation, jusqu'au moment où il s'était rendu compte qu'il était pris au piège. Les 1000 fils ne reviendront jamais à l'Imperium. Ils étaient devenus des exilés, liés à jamais au royaume de la distorsion, marqués à jamais par son influence. Magnus s'était autrefois cru le fils le plus dévoué de l'empereur. Il avait cru que sa sagesse serait un jour reconnue, que son père entendrait raison. Mais maintenant, il voit la vérité. Il n'a pas seulement perdu l'Empire. Il s'est damné. L'empereur était assis sur le trône d'or, son esprit s'étendant à travers l'immensité de l'impérium, sa conscience tissée dans le tissu de la réalité elle-même.
Même dans son immobilité, il voyait tout, entendait tout, savait tout. Et pourtant, à ce moment-là, il n'a pas tendu la main vers l'extérieur. Il a tourné ses pensées vers l'intérieur, vers le fils qu'il avait perdu, Magnus. Le roi cramoisi avait été le plus doué, le plus brillant de tous les primarques. Là où d'autres avaient manié la force, Magnus avait manié le savoir. Là où d'autres avaient cherché à conquérir, Magnus avait cherché à comprendre. Il avait été créé pour élever l'humanité, pour la mener vers une ère d'illumination, pour briser les chaînes de la superstition et de l'ignorance qui avaient maintenu l'espèce dans l'obscurité pendant des millénaires. Et maintenant, il était parti. Damné. Prospero n'était plus que poussière. Les 1000 fils étaient des exilés, perdus dans l'immatérium, liés à jamais au marais du Warp. Magnus lui-même avait été consumé par la chose même contre laquelle il avait essayé de le mettre en garde. Ce n'était pas censé se passer ainsi. S'était-il trompé? Avait-il mal jugé son fils? Malgré toute sa puissance, toute sa sagesse, il n'avait vu que le danger dans les dons de Magnus. Il avait craint ce qui pourrait arriver, craint ce que Magnus pourrait devenir, craint que sa soif de connaissance ne le conduise sur un chemin qu'il ne pourrait jamais remonter. C'est ainsi qu'à Nicaea, il l'avait réduit au silence, qu'il avait pris un décret et qu'il attendait l'obéissance. Mais Magnus n'avait pas obéi, et c'est pour cela qu'il a envoyé Russe. Est-ce là que l'erreur a été commise? Y avait-il un moment où les choses auraient pu être différentes? S'il avait parlé à Magnus avant d'envoyer ses loups, s'il avait tendu la main au lieu de juger, son fils serait-il encore à ses côtés? Ou bien le destin de Magnus a-t-il été scellé dès sa création? Cela n'a plus d'importance. L'Imperium avait subi une grande perte, même si peu de gens s'en rendaient compte. Le peuple de Terra, les seigneurs de l'Imperium, les légions encore debout, ils croyaient que justice avait été faite. Ils voyaient Prospero comme une leçon, un avertissement de ce qui arrivait à ceux qui se tournaient vers la sorcellerie, à ceux qui défiaient la volonté de l'empereur. Ils n'ont pas vu la vérité, ils n'ont pas vu le savoir qui a été perdu, la sagesse qui a été brûlée, le potentiel qui a été étouffé. Magnus aurait pu les sauver tous, aurait pu aider à forger l'Imperium en quelque chose de bien plus grand qu'un simple empire de soldats et de guerre. Désormais, il sera son ennemi. Une partie de lui avait espéré, alors même que Prospero brûlait, que Magnus reviendrait. Qu'il mette de côté son orgueil, qu'il renonce à son chemin, qu'il entende encore raison. Mais Magnus avait disparu dans le Warp, et l'empereur savait ce que cela signifiait. Tzeentch le tenait maintenant. Malgré toute sa sagesse, tout son intellect, Magnus n'était devenu qu'un pion de plus dans le grand jeu. Son esprit, autrefois si vif, si libre, serait lié au dessein d'un dieu qui considérait toutes les choses comme des stratagèmes à tordre et à remodeler. Le roi cramoisi s'était autrefois cru au-dessus de toute manipulation. Aujourd'hui, il allait voir à quel point il n'avait pas le contrôle. L'empereur expira lentement, bien que son corps mortel n'en ait plus besoin. C'est fait. L'Imperium ira de l'avant. La grande croisade se poursuivrait. Il y avait encore des guerres à mener, encore une galaxie à unir sous sa vision. Mais il s'interroge toujours. Magnus se serait-il tenu à ses côtés à la fin, s'il avait choisi autrement? Magnus aurait-il été la clé du salut de l'humanité, au lieu de sa ruine? Cela n'a plus d'importance. Magnus était perdu, et l'Empire ne serait plus jamais le même. Les 1000 fils avaient survécu, mais ils n'étaient plus entiers. Autrefois, ils avaient été des guerriers intellectuels, des érudits et des sorciers liés par leur quête de savoir. Ils s'étaient battus non seulement pour la conquête, mais aussi pour la compréhension, utilisant leurs dons psychiques comme un outil pour s'élever au-delà de simples soldats. Maintenant, ils sont maudits.
La planète des sorciers était devenue leur nouveau foyer, un monde où le tissu même de la réalité se tordait et miroitait sous l'influence de la distorsion. Ici, les 1000 fils avaient été refaits, non par choix, non par la maîtrise de leurs dons, mais par la nature chaotique de l'immatérium lui-même. Leurs corps ont commencé à changer. Certains étaient devenus monstrueux, leur chair se déformant en forme grotesque, leurs membres se divisant en vrilles, leur voix se perdant dans la folie changeante du warp. D'autres avaient disparu, se dissolvant dans l'éther, consumés par le pouvoir même qu'ils avaient autrefois cherché à contrôler. D'autres n'étaient plus que des enveloppes vides, leurs âmes vacillant comme des braises mourantes, leurs esprits s'effilochant, tandis que leurs formes se réduisaient en poussière. Ahriman regarda avec horreur ses frères succomber, tandis que la légion à laquelle il avait consacré sa vie sombrait de plus en plus dans la décadence. Il avait été le plus grand sorcier de Magnus, son élève le plus fidèle. Alors même que Prospero brûlait, il s'était battu aux côtés de son primarque, avait défié les loups venus les séparer. Et maintenant, alors que Magnus était assis en silence sur son trône d'exil, Ahriman sentit une terrible vérité s'abattre sur lui. Magnus n'est plus leur sauveur. Son père avait autrefois tenté de les sauver, avait autrefois lutté contre la mutation qui avait frappé leur légion. Il avait cherché des réponses, avait travaillé sans relâche pour préserver les 1000 fils tels qu'ils étaient censés être. Mais à présent, Magnus était assis dans les ombres de la distorsion, son ambition autrefois brûlante, éteinte. Ahriman refuse d'accepter ce destin. Si Magnus ne voulait pas agir, il le ferait. Les 1000 fils étaient en train de mourir. Ils étaient consumés par la force même qu'ils avaient autrefois cherché à maîtriser. Si rien n'était fait, il ne resterait rien d'autre que la folie, la mutation et la ruine. C'est ainsi qu'Ahriman a conçu un plan. Il ne resterait pas là à regarder ses frères se perdre. Il trouverait un moyen de les sauver, d'arrêter les mutations qui menaçaient de les défaire. Il avait étudié la distorsion, avait parcouru ses profondeurs, avait tracé les schémas de ses courants. Il y avait un moyen, un sort assez puissant, pour arrêter la pourriture avant qu'il ne soit trop tard. Une grille d'évaluation. Ce serait sa plus grande œuvre. Un rituel tissé à partir de l'essence même de la distorsion. Un rituel qui purgerait la corruption qui se répandait dans la Légion. Il les purifierait, les débarrasserait des mutations, les stabiliserait une fois pour toutes. Mais la magie, aussi soigneusement contrôlée soit-elle, a toujours un prix. Et Ahriman, dans son désespoir, a ignoré les avertissements. Il rassembla ses plus fidèles sorciers, ceux qui avaient encore la force de tisser un tel sort. Ensemble, ils lancèrent la rubrique, déversant leur volonté dans la chaîne, la façonnant avec chaque once de leur pouvoir. Les cieux au-dessus de la planète des sorciers tremblèrent lorsque le sort prit forme et que son pouvoir se répandit dans les rangs des 1000 fils. Pendant un bref instant, cela a fonctionné. Les mutations s'arrêtèrent. Les transformations sauvages et incontrôlées qui avaient affecté la Légion furent stoppées, figées sur place par la seule force du sort. Mais c'est alors qu'est apparu le véritable coup. Une terrible immobilité s'installa dans la Légion. Les voix des 1000 fils se turent, leurs corps se figèrent, immobiles. Puis, l'un après l'autre, ils s'effondrèrent. Là où se tenaient autrefois des guerriers, il ne restait que de la poussière. Le rubrique avait purgé les mutations, mais il avait fait bien plus que cela. Il avait brûlé les âmes des 1000 fils qui avaient été trop faibles pour résister à son pouvoir. Leurs corps étaient restés, enfermés dans des armures qui n'abritaient plus de chair vivante, seulement des formes vides et sans esprit, des guerriers réduits à n'être que des échos creux de ce qu'ils avaient été. Ahriman regarda avec horreur ce qu'il avait fait.
Il avait essayé de sauver sa légion. Au lieu de cela, il les a maudits à jamais. Les quelques survivants, ceux dont le pouvoir psychique avait été assez fort pour résister à l'effet du rubrique, restèrent silencieux, regardant leurs frères rester immobiles, le moral en berne. Ils se tournèrent vers Ahriman, attendant une réponse. Mais il n'y avait rien à donner. Magnus se leva de son trône, son regard fixé sur Ahriman, sa voix remplie non pas de rage, mais de quelque chose de bien pire, la déception. « Vous nous avez tous damnés. » Ahriman les avait sauvés de la mutation, mais ce faisant, il avait détruit leur âme. Les 1000 fils n'étaient plus une légion d'érudits, de guerriers qui maniaient le savoir comme une arme. Désormais, ils n'étaient plus que poussière et écho, liés à jamais à un destin pire que la mort. Et Ahriman sut, à ce moment-là, qu'il n'y avait pas de pardon pour ce qu'il avait fait. Magnus a marché parmi les ruines du destin. La planète des sorciers était un royaume aux paysages impossibles, se déplaçant sans cesse au gré des caprices de la distorsion. Des tours s'élevaient et s'effondraient en l'espace de quelques instants. Des montagnes s'écroulaient en océans de feu liquide. Le ciel même se fendait pour révéler des étoiles infinies et des vides abyssaux. C'était un monde qui ne pouvait être dompté, un endroit où les lois de la réalité n'avaient aucun sens. Et pourtant, c'était sa maison maintenant. Il erra sur ses chemins brisés, enjambant les vestiges de ce qui avait été sa légion. Les 1000 fils n'étaient pas morts, pas vraiment. Mais ils n'étaient pas vivants non plus. Ils se tenaient en rang silencieux, immobiles, prisonniers de corps qui n'abritaient plus d'âme vivante. Autrefois, ils avaient été des guerriers de l'esprit, des philosophes et des chercheurs de savoir. Désormais, ils n'étaient plus que poussière et écho, leurs coquilles creuses liées à leurs armures, leur voix à jamais perdue. C'est le prix de l'orgueil démesuré. Magnus avait cherché à comprendre, à percer les secrets de l'univers, à croire que le savoir pouvait élever l'humanité au-delà de ses limites. Il a poursuivi la sagesse quand d'autres ont poursuivi la guerre. Il avait refusé d'être lié par la peur, par la superstition, par le rejet primitif de ce qu'il savait être la vérité. Et pourtant, il a tout perdu. Prospero n'était plus là. Sa légion était maudite. Son père l'avait abandonné. Il aurait dû le voir venir. Était-il un imbécile ou avait-il été trahi? C'était une question qu'il s'était posée des milliers de fois, fixant le vide infini de l'immatérium, à la recherche d'une réponse qui refusait de venir. S'agissait-il de son seul échec? Avait-il scellé sa propre perte au moment où il avait défié l'édit de Nicaea, au moment où il s'était rendu dans le Warp pour avertir son père? Ou était-ce inévitable? L'empereur lui avait-il jamais fait confiance? Avait-il jamais vraiment cru en Magnus? Ou avait-il toujours eu l'intention de le mettre à l'écart? Il avait voulu sauver l'humanité, l'élever, la conduire vers une ère où la peur de la distorsion serait remplacée par sa maîtrise. Mais l'empereur avait préféré l'ignorance à la compréhension. Et qu'est-ce que cela lui a apporté? Une galaxie en flammes, un fils retourné contre lui, une guerre qui détruirait tout ce qu'il avait construit. Peut-être était-ce déjà le destin. Peut-être Magnus n'avait-il jamais été qu'un pion dans un jeu qu'il ne comprenait pas. Le Warp lui chuchotait maintenant, comme il l'avait toujours fait. La voix de Tsench se faufilait dans ses pensées, semant le doute, attisant le ressentiment, le poussant à la vengeance. Vous aviez raison, Magnus, et il avait tort. Tu as été trahi, non par le destin, mais par un père qui te craignait. Vous avez encore du pouvoir, et le pouvoir n'est jamais gaspillé. Les murmures s'enroulent autour de lui, apaisants et insidieux, lui offrant une voie à suivre. Mais Magnus ne répondit pas. Pas encore. La vérité
c'est que même maintenant, il ne sait pas s'il veut se venger. Qu'est-ce que cela changerait? Ramènerait-elle Prospero? Annulera-t-elle la malédiction qui a transformé ses fils en rien de plus que des enveloppes silencieuses? Rien ne peut défaire ce qui a été fait. Et c'était la plus grande des vérités. Le pouvoir ne l'a pas sauvé. La connaissance ne l'avait pas sauvé. Il n'y avait pas eu de sagesse en fin de compte, seulement de la ruine. Il s'était cru au-delà de ces choses, au-delà des simples leçons, au-delà du destin. Mais aujourd'hui, en marchant dans les ruines d'une légion qui n'avait plus de voix, il comprenait. Exercer le pouvoir, c'est courir à la destruction. Aucun homme, aucun dieu, aucun être existant ne pouvait le détenir sans conséquence. Aucune connaissance n'était gratuite. Aucune maîtrise n'était jamais vraiment complète. Même les êtres les plus puissants, même ceux qui pouvaient réécrire la réalité elle-même, étaient liés par la plus cruelle des vérités. Plus la puissance est grande, plus la chute est importante. Et Magnus était tombé plus bas que la plupart des autres. Il regarda ses fils, enfermés à jamais dans le silence, leur destin scellé par ses propres choix. Il avait essayé de les sauver. Mais en fin de compte, il n'avait fait que garantir que leur souffrance durerait pour l'éternité. N'est-ce pas pire que la mort? Les chuchotements de la distorsion persistaient, attendant sa réponse. Transformerait-il son chagrin en rage? Chercherait-il à se venger, à défaire l'impérium qu'il avait mis à l'écart? Embrassera-t-il le pouvoir qu'il a réclamé, qu'il a toujours attendu? Ou va-t-il tout simplement disparaître? Pour l'instant, Magnus ne le savait pas. Pour l'instant, il ne fait que marcher, roi brisé parmi les ruines de ce qui aurait pu être. Le temps ne s'écoule plus comme avant. Pour l'Imperium, Prospero est déjà une tombe oubliée, une note de bas de page dans la longue guerre pour la survie de l'humanité. Les mondes de l'Imperium brûlent d'un conflit sans fin, et la destruction d'une seule planète, aussi grandiose ait-elle été, s'efface dans les annales de l'histoire. Rares sont ceux qui en parlent. Plus rares encore sont ceux qui la pleurent. C'est mieux ainsi. L'Imperium raconte l'histoire différemment, comme il le fait pour toutes les choses. Dans ses archives, Prospero était un repère de sorciers, un monde d'hérétiques et de traîtres, une leçon sur le prix de la défiance. Magnus n'est pas considéré comme un chercheur de vérité, ni comme un fils qui s'est tenu aux côtés de l'empereur, mais comme un avertissement, un rappel que manier le Warp, c'est s'exposer à la damnation. Les habitants de Terra ne pleurent pas Prospero. Les scribes n'écrivent pas sa véritable histoire. Les seigneurs de l'Imperium ne prononcent pas son nom. C'est ainsi que son souvenir s'estompe. Mais Magnus se souvient. Il se tient seul sur la planète des sorciers, fixant le vide mouvant, son esprit dérivant à travers les décombres de tout ce qui a été perdu. Il n'est plus ce qu'il était. Son corps a été remodelé, transformé par le contact du Warp. Il n'est plus entièrement fait de chair. Il n'est plus lié à la même existence fragile que les hommes. Mais même aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, il est toujours en deuil. Prospero n'était pas une forteresse, ce n'était pas un monde de guerre, c'était un sanctuaire, un lieu d'apprentissage, d'illumination, de savoir qui avait traversé les âges. Ces tours n'avaient pas été construites pour empêcher les ennemis d'entrer, mais pour atteindre les étoiles, pour toucher l'inconnu, pour saisir ce que d'autres avaient craint de comprendre. Et maintenant, ce n'est plus rien. Les échos de sa destruction le hantent encore. Il peut les entendre dans la distorsion, les sentir dans les vents de ce royaume maudit, les cris de son peuple, les hurlements de ses fils lorsqu'ils ont brûlé, le rugissement des Space Wolves lorsqu'ils ont semé la ruine au nom de l'empereur. Il avait pensé que le savoir les protégerait. Il avait cru que la sagesse suffisait. Il s'était trompé.
Malgré toute sa puissance, tout son éclat, il a tout perdu. Il n'est plus le fils de l'empereur. Il n'est plus le roi cramoisi de Prospero. Il n'était qu'un fantôme de ce qui avait été, s'attardant dans l'ombre, coincé entre le chagrin et l'éternité. L'impérium ne saurait jamais ce qui avait été perdu. Il ne saurait jamais quels secrets ont brûlé avec les bibliothèques de Tisca, quelles découvertes ont été effacées en un instant par le bolter et la lame. Il ne comprendrait jamais que Magnus ne s'était pas battu pour la conquête, n'avait pas cherché le pouvoir pour lui-même, ne s'était pas retourné contre l'impérium par haine. Il avait essayé de les prévenir, il a essayé de les sauver, et pour cela, son monde avait brûlé. Tzeentch l'observe, toujours. L'architecte du destin murmure, comme il l'a toujours fait, lui offrant des voies à suivre, lui offrant un but au-delà du chagrin. La guerre doit encore être menée, la vengeance doit encore être revendiquée. La galaxie brûle toujours, et Magnus pourrait encore y revendiquer sa place, non pas en tant qu'érudit, non pas en tant qu'enseignant, mais en tant que quelque chose d'autre, un conquérant, un dieu. Mais Magnus ne répond pas. Il est fatigué. Il n'est pas possible de défaire le passé. Il est impossible de réécrire ce qui a été fait. Prospero a disparu et aucun pouvoir, mortel ou divin, ne peut le ramener. Les 1000 fils sont changés à jamais, leurs esprits perdus, leurs âmes piégées dans des coquilles silencieuses et remplies de poussière. Que lui reste-t-il à présent? Peut-être se déchaînera-t-il, comme le souhaite Tzeentch. Peut-être prendra-t-il le manteau d'un chef de guerre, abattant l'impérium qui lui a tourné le dos, regardant les tours d'or de Terra brûler comme la sienne l'a fait autrefois. Ou peut-être deviendra-t-il simplement un mythe, une figure de la tragédie, une légende murmurée dans l'obscurité, un roi sans trône, un père sans fils, un chercheur de connaissances qui n'a trouvé que la ruine. Personne ne pleurera Prospero. Personne ne pleurera sa disparition. Seul Magnus s'en souviendra. Et c'est peut-être là le sort le plus cruel qui soit.